Bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture spécial Cold Winter Challenge. Dans cet update lecture, vous allez recevoir toutes les lectures que j'ai faites pour le Cold Winter Challenge. Enfin, pas toutes les lectures, mais une grosse partie. Et on commence maintenant. Une lecture que j'ai vraiment appréciée. Il s'agit du deuxième tome du Puits des Mémoires, intitulé Le Fils de la Lune, écrit par Gabriel Katz. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, dans le premier tome, on se retrouve en fait à suivre les histoires de trois fugitifs qui ne se souviennent de rien, mais en rien du tout, même pas leur prénom. Ils se réveillent après que leur convoi pénitentiaire ait été craché dans la montagne. Donc ils se réveillent, ils sont juste comme des nouveau-nés, ils ne se souviennent de rien de ce qui concerne leur vie. Sont-ils méchants? Sont-ils gentils? Sont-ils victimes d'un complot? On ne sait pas et on va suivre leur histoire, leur envie d'apprendre ce qu'ils sont. Leur traque aussi par les fameuses personnes qui les ont enfermés. Dans ce tome-ci, on poursuit la quête de nos héros et, chose très bien, on apprend beaucoup de choses et on apprend notamment qui ils sont. Et alors ce tome-ci, c'est à ce moment-là, il y a un gros twist. Au milieu du roman, on apprend qui ils sont, et là on se dit, ok, ils sont ci, ils sont ça, mais alors, comment ils se sont retrouvés mêlés à ça? Mais comment, pourquoi? Et là on veut savoir à tout prix le pourquoi du comment. Et c'est vrai que l'on apprend un tas de choses dans ce roman-ci, que ça prend une direction complètement différente. Gabriel Katz, que j'avais vu à la foire du livre de Brive, m'avait déjà prévenu que ça partait dans une totale direction différente, et effectivement on n'est plus du tout sur les mêmes ressorts que le premier tome où là c'était de la traque. Là on est sur un ressort plus type complot dans les châteaux, plus type marionnette intrigante. Voilà, vous voyez ce genre, je n'arrive pas trop à l'expliquer, mais c'est quand dans des châteaux, il y a des complots, des intrigues de cour, et c'est exactement ce qu'on a dans cette deuxième partie en fait. J'aime toujours autant nos trois comparses, et surtout Neil, et un peu moins Olen, que je trouve un petit peu agaçant par certains côtés. C'est celui qui progresse le moins en fait, de nos trois héros. Bon, Neil, on peut pas dire qu'il progresse, il reste égal à lui-même, mais il est tellement fort ce personnage, tellement tellement mystérieux. J'attache vraiment à lui, j'ai vraiment envie de savoir plus sur sa personne. Quant à Olen et Carib, Olen, en fait, se plaint beaucoup dans ce tome-ci. Quand on apprend ce qu'ils sont, lui et Carib prend ça à bras-le-corps et Olen, il fait que pignailler comme un petit enfant. On perd un petit peu le côté charismatique qu'il avait dans le premier tome. Là, clairement, il n'en a aucun charisme, je trouve. Carib, quant à lui, c'est le plus drôle des trois, c'est que, il apprend qui il est. Et alors, quand ils apprennent ça, qui ils sont, ils savent toujours rien du tout. Rien du tout, pas du tout comment interagir avec les personnes, ils sont perdus. Alors Carib, du coup, il lui arrive des choses très étranges, et ça en devient drôle. C'est ce petit humour noir de Gabriel Katz que j'adore, mais que j'adore tellement. Vous pouvez pas savoir à quel point ce livre, ça m'a fait mon Noël, je vous le jure, c'était vraiment trop bien. C'est pour ça que j'ai commencé direct La Maîtresse de Guerre en suivant. Bon, après je me suis freinée parce que je me suis dit, quand même, finis ton Cold Winter Challenge avant de te lancer dans d'autres Gabriel Katz. Mais voilà, ça m'a remis le prix à l'étrier sur son style d'écriture que j'adore. Et puis la fin, ah mon dieu, mais la fin, mais non, ça remet tout en cause de ce qu'on pensait savoir en fait. Et là je me dis, mais non, je veux le tome 3. Mais bon, faut pas faire comme moi. C'est-à-dire que j'ai la mauvaise habitude de aller aux dernières pages pour à peu près savoir combien fait le roman. Et des fois, je vous l'avoue, je lis la dernière page. Ou la dernière ligne. Sauf que là, fallait pas le faire. Mais pas faire du tout. Je me suis spoilée, mais de ouf, toute seule. Et j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Et du coup, j'étais genre, mon dieu, non. Faut que j'arrive jusque là-bas. Et en plus, je sais déjà ça. Et c'était trop. Je suis vraiment trop nulle. Je me déteste pour faire ça. Mais vraiment, c'est un tic que j'ai. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. D'aller à la dernière page, de regarder, il fait 400 pages. Il y a des choses écrites. Lisons un peu. Dernière phrase du roman, c'est le twist final de ouf que Gabriel Katz nous a mis. Je l'ai trouvé encore mieux que le premier. Le premier, je l'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé la mise en place de l'univers, la traque, les personnages. Le deuxième tome, là, c'est
c'est explosif quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir le 3e tome et d'essayer de comprendre encore plus parce que finalement on a eu beaucoup de réponses, mais à la fin on en a encore plus de questions. Donc ça nous retourne la tête, c'est ouf. J'adore ce que fait Gabriel Katz quand il nous fait ça. Je suis peut-être un peu maso, mais j'adore. Ensuite, pour se remettre de ce genre d'émotion que m'a fait vivre Gabriel Katz, je suis partie sur de la romance et j'ai lu le second tome que j'avais dans cette intégrale faite par J'ai lu, qui est une sélection Noël. Il s'agit de Coup de foudre en Alaska, écrit par Addison Fox. Je partais avec un petit peu d'appréhension sur cette romance parce que j'avais pas lu forcément des très bons commentaires, des très bons avis sur ce roman-ci. Mais sur moi, ça l'a fait, peut-être parce que je n'attendais pas grand-chose. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Sloane, qui est une jeune New-Yorkaise qui, en fait, a beaucoup de pression sur elle. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix la caser et elle a l'impression de décevoir sa famille, de décevoir ses gens parce qu'elle est issue des hautes classes de la société new-yorkaise. Elle a envie d'être en couple, mais elle n'arrive pas à trouver le bon. Et du coup, elle n'a pas envie de se mettre avec n'importe qui, elle a subi beaucoup de pression. Et un beau jour, sa copine Jane l'appelle et lui dit j'ai besoin de toi, faut que tu viennes en Alaska, où elle est coincée pour la succession en fait de son père. Sloane débarque là-bas, elle se rend compte qu'il y a un concours de célibataires qui se produit chaque année dans cette petite ville d'Indigo en Alaska. Elle cherche à aider Jane et elle va se retrouver en fait mêlée à ce concours de célibataires et bien sûr notamment à un certain célibataire. Donc voilà, vous voyez un petit peu le speech. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, honnêtement. Je l'ai trouvée super choupie, super mignonne. J'ai eu un petit peu peur qu'elle ne puisse pas rentrer dans le Cold Winter Challenge, honnêtement, parce que au début, on n'est pas dans la période des fêtes de Noël, du tout. On est entre Thanksgiving et Noël, en fait, cette période-là. Mais à la fin, on passe à la période de Nouvel An, etc. Donc, ouf, ça rentre dedans. Et j'ai beaucoup apprécié Sloane, qui est une jeune femme très décidée et honnêtement, elle se prend pas la tête comme les autres héroïnes, j'ai l'impression. Enfin, elle se prend un petit peu la tête, elle a quelques tergiversions, elle a quelques doutes à un moment, mais elle admet après ce qu'elle veut être en couple. C'est plus lui qui a un petit peu de mal à se lancer dans leur relation. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect. Ok, j'admets, je veux être en relation avec toi, j'ai envie de quelque chose, même si c'est pas possible, je ferai tout et j'ai envie. La force de ce roman-ci, c'est que l'histoire de Sloane et de Walker, c'est juste une parmi, je pense, de 4-5 histoires. Il y a celle de Jen et de Mark, je crois que c'est ça son prénom. Une autre entre la secrétaire de Walker et un jeune veuf. Et encore entre leur nouvelle amie Abby, je crois. Et le 3e célibataire des grands-mères. Grands-mères que j'adore, franchement. Vous allez les voir dans ce roman-ci, elles sont excellentes. Et j'ai beaucoup aimé suivre un petit peu les histoires de chacun. Celle de Sloane et Walker est celle quand même la plus importante de ce tome-ci, mais pas que. Le petit point négatif, c'est que les autres histoires de cette série ne sont pas sorties en français. En fait, elles ne sont sorties qu'en anglais, et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien continué la série. Je ne suis pas sûre de la continuer en anglais. J'ai pas aimé au point de pouvoir la continuer en anglais, mais clairement, ça méritait une petite suite. Et enfin, le gros challenge que je m'étais donné cette année pour le Cold Winter Challenge, ça fait un petit peu répétition, mais j'avais un challenge, c'était de finir Poison Charme Beauté. Et j'ai réussi. Je pensais en lire qu'un sur les deux, mais non, j'ai réussi. Donc j'ai lu Charme et Beauté, écrit par Sarah Pinsborough et qui est publié chez Milady. Si vous vous souvenez bien, j'avais pas trop aimé Poison en fait, qui était centré sur le personnage de Blanche-Neige au niveau réécriture de contes. Charme et Beauté, respectivement Cendrillon et La Belle et la Bête, sont des lectures mitigées honnêtement. Je vais commencer par Charme en fait. Charme, c'est l'histoire de Cendrillon. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que l'on suive vachement la trame du conte. Mais vraiment beaucoup. Par contre, je n'ai pas du tout apprécié Cendrillon. Je trouve que Cendrillon, et elle le reconnaît à un moment, c'est une petite fille hyper capricieuse. Mais dans cette histoire-ci, Cendrillon, elle a une famille, en fait, elle a son père qui est toujours présent, qui s'est bien remarié et qui a bien eu 2 belles sœurs qui sont issues d'un premier mariage de sa belle-mère. Sauf qu'en fait, on se rend compte que la belle-mère est issue de la noblesse et qu'ainsi les 2 jeunes filles sont issues de la noblesse, qu'elle a fait un mariage très très scandaleux, la belle-mère, et qu'en fait, si les 2 belles-sœurs sont autorisées à participer au bal, c'est parce qu'elles sont issues de la noblesse, et pas Cendrillon. Donc elle n'a pas le droit en fait, c'est une fille du peuple. Sauf que Cendrillon, bah voilà, elle aime pas ça, elle est un petit peu jalouse, elle est jalouse de tout le monde. Au début, on pense vraiment que le méchant, c'est sa belle-mère et sa belle-sœur, mais en fait non.
Non, pas du tout. Sa belle-sœur est super sympa. Sa belle-mère, bon, un petit peu dingo. Mais en fait, on se rend compte qu'elle a une explication. En fait, elle est pas du tout méchante par rapport à Cendrillon. Même à un moment, on apprend que c'est elle qui s'occupait de Cendrillon quand elle était petite. Sauf que Cendrillon, elle occulte tout ça. Et ça, on le sait pas au début. Le prince, bon, j'en parle pas, c'est le même prince que le tome précédent. C'est la suite du premier d'un point de vue du prince. Et de Lilith, la méchante reine que l'on voit. Elle est toujours au signet, il ne méfie toujours pas des jolies filles. Enfin voilà, lui, je l'ai pas non plus aimé. En gros, ce livre aussi ne vaut que par la trame, je trouve. Il se lit très facilement, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. J'ai beaucoup apprécié également le personnage de la belle-mère, de la belle-sœur, surtout de la belle-sœur, honnêtement. J'ai vraiment apprécié énormément ce personnage de Rose, qui est une jeune femme qui est en avance sur son temps. En fait, elle ne veut pas se marier, elle veut seulement épouser le prince pour une seule raison, en fait régner. Elle veut en faire un roi fantoche et que ce soit elle qui, en fait, tire un petit peu les ficelles dans l'ombre. Elle est très très intelligente et la belle-mère, donc, qui à un moment pète un câble complètement, mais qui après, on la comprend. On comprend pourquoi elle pète ce câble et j'ai beaucoup apprécié que le fait que son mari, donc le père de Cendrillon, lui dise à un moment stop, arrête un peu, tu deviens complètement dingo, moi je t'aimais pour ça, redeviens cette jeune femme. Et ils sont tout mignons tous les deux en fait, hein, ce couple est vraiment trop mignon. C'est vraiment un couple, voilà, ils traversent des épreuves mais ils sont amoureux quand même. Enfin, j'ai vraiment adoré cet entourage de Cendrillon, mais je n'ai pas aimé Cendrillon. Donc ça c'est pour Charme. Donc une lecture globalement plutôt pas mal, hormis le fait que je n'aime pas du tout Cendrillon et le prince. Mais j'aime beaucoup les autres personnages. Ah, et j'ai oublié de mentionner le chasseur que j'adore. Pour beauté, j'ai aimé en fait les personnages secondaires. En fait, voilà, c'est ça le problème avec ces 3 romans-là, c'est que j'aime les personnages secondaires, mais j'aime pas du tout, encore le prince, hein, vous l'avez compris celui-ci, j'ai vraiment du mal avec lui, et ben, il revient, et il est encore là. Donc beauté, ça se passe avant, en fait, Poison, Charme. Cette fois-ci, on suit l'histoire de la Belle et la Bête, mais qui, là, par contre, n'est pas trop suivie. En fait, on a l'histoire du prince qui décide de faire, en fait, sa première aventure. À la suite de cette première aventure qui finit en eau de boudin, il se retrouve devant Blanche-Neige et c'est là que commence Poison. Et en fait, comme guide, il a acquis le chasseur. Donc on a nos personnages de départ. Il, du coup, décide de faire sa première aventure dans un royaume qu'il ne connaît pas. En chemin, il rencontre une jeune fille qu'ils embarquent avec eux, qui est le petit chaperon rouge. Et en fait, donc le chasseur, le prince et le petit chaperon rouge ont essayé de passer cette barrière d'épines et ils arrivent dans un royaume où tout le monde est en danger. Vraiment tout le monde. Ils découvrent au château une princesse, ils la réveillent et là ils se rendent compte que en fait quelque chose ne tourne pas rond dans ce royaume, mais vraiment pas du tout rond. Ça c'est pour l'histoire. Après, donc on a l'histoire du prince qui tombe bien sûr instantanément amoureux de la princesse et qui ne se rend pas compte du tout qu'il y a un truc qui cloche. C'est très vite, mais j'ai vraiment pas accroché à l'histoire. Je n'ai pas trouvé que le côté conte était bien mené. J'ai beaucoup apprécié le personnage du chasseur, comme je l'avais beaucoup apprécié dans Cendrillon. Le personnage de Petit Chaperon Rouge également, je l'ai beaucoup apprécié. C'est une jeune femme qui est battante, qui en fait sait se battre. Elle se bat contre les loups au début, elle sauve sa grand-mère. C'est une jeune femme comme je les aime. Mais alors le prince et la princesse, en bref, vous aurez compris, cette trilogie, c'était pas vraiment une réussite pour moi. Si le livre n'était pas aussi beau, je le garderais pas dans ma bibliothèque, honnêtement. Je parle en toute honnêteté. Je le donnerai, mais je le trouve tellement beau. Honnêtement, c'est un merveilleux ouvrage. L'intérieur est super beau avec des petits dessins, etc. À chaque début de chapitre, on a des illustrations. Donc oui, honnêtement, il est tellement beau que je ne vais pas le donner. Je peux pas. Mais clairement, c'est pas un livre que je vais relire. C'était quasiment la fin des lectures pour le Cold Winter Challenge. Il reste juste un livre que j'ai lu après, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si certains d'entre vous ont notamment des choses à dire sur Poison, Charme, Beauté, m'expliquer leur point de vue, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien savoir ceux qui l'ont aimé, qui leur a fait aimer, et si ceux qui n'ont pas aimé comme moi, enfin pas aimé, c'est un grand mot, hein, j'ai quand même globalement bien aimé, c'est pas un truc que j'ai détesté. Hein. Et ben n'hésitez pas à me dire si vous avez même ressenti au niveau des personnages, notamment celui du prince. Je boycotte celui de prince honnêtement. Et donc si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.